Après Menachem Begin hier, notre dossier du jour est consacré ce matin au fameux espion Eli Cohen, un juif qui avait été pendu en place publique en Syrie en 1965 après avoir infiltré les plus hautes sphères du pouvoir. L'homme s'était en effet fait passer pour un homme d'affaires syrien. On va revenir sur cette incroyable histoire et pour cause. Cette semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé qu'Israël faisait tout aujourd'hui pour rapatrier la dépouille d'Eli Cohen. Israël est même en contact avec la Russie, l'allié de Damas. Pour ce faire, l'objectif donc ramener au sein de l'État juif les restes de celui qui 56 ans après sa mort est considéré comme un véritable héros en Israël et dont la renommée est désormais mondiale. On le sait également depuis 2 ans grâce à la série The Spy sur Netflix, directement inspirée de son existence. Christophe Dard, vous êtes avec moi pour parler de tout cela. Vous avez préparé ce dossier et peut-être peut-on rappeler d'abord d'où vient Eli Cohen? Eh bien, Eli Cohen est né à Alexandrie en Égypte en 1924 dans une famille juive orthodoxe et modeste. Ingénieur électronique de formation, en fait, il va rejoindre assez rapidement le mouvement sioniste d'Alexandrie. En fait, il est impliqué dans des actions clandestines qui permettent aux juifs égyptiens de rejoindre, alors ce que l'on appelle d'abord dans un premier temps encore la Palestine, puis Israël à sa fondation en 1948. En fait, il confectionne de faux documents pour leur permettre de pouvoir se rendre en Israël et il fait également partie du réseau juif impliqué dans une affaire, l'affaire Lavon. En fait, c'est une opération israélienne qui avait pour but de commettre des attentats en Égypte pour donner un prétexte à la Grande-Bretagne d'y maintenir son armée, car les tensions étaient fortes alors entre l'Égypte et Israël. Du coup, il a été quand même brièvement emprisonné pour ses actions, Eli Cohen, mais finalement, il part en Israël en 1957, rejoindre sa famille qui y était déjà depuis quelques années. Et en fait, il faut savoir que cette date, 1957, correspond à l'expulsion des Juifs d'Égypte et la confiscation de leurs biens décidée par le gouvernement égyptien de Nasser après la crise de Suez l'année précédente. Et Eli Cohen est donc en Israël. Que fait-il alors dans le pays? Alors, il est d'abord analyste pour la direction du renseignement militaire. Il a très envie de rentrer au Mossad, sauf qu'en fait, sa candidature est rejetée. Le Mossad le trouve un petit peu sulfureux par rapport à ses activités passées. Alors, il devient employé de bureau dans un cabinet d'assurance à Tel Aviv, puis comptable dans les grands magasins à Mashbir. Et puis finalement, en 1960, le Mossad donne son feu vert. Son dossier est accepté. Eli Cohen est alors chargé d'une mission délicate, endosser le rôle d'un riche homme syrien retournant dans son pays après avoir passé une partie de son existence en exil en Argentine. Et l'objectif est de collecter des renseignements auprès de responsables politiques syriens de haut rang et de personnalités militaires. Il faut savoir qu'à cette période, Israël manque d'agents dans les pays ennemis du monde arabe, dont la Syrie fait d'ailleurs partie. Et Cohen, ou plutôt l'agent 0088, un CATSA comme on dit pour qualifier les agents israéliens sous fausse identité, va être formé et on peut dire que rien n'est laissé au hasard. Ah oui, il apprend précisément à parler l'arabe avec un accent syrien, se débarrassant de son accent égyptien natal. Oui, et se fait également à pousser les moustaches à la syrienne et change sa coiffure. Il prend le nom de Kamel Abin Tabet et part vivre en Argentine pendant un certain temps pour faire connaître son nom au sein de la communauté des expatriés syriens. Et ça passe vraiment, ça passe crème comme on dit, parce que quand on le voit d'ailleurs sur des photos de l'époque, on pourrait vraiment le prendre pour un Syrien. Il ressemble exactement à un homme syrien ou arabe du début des années 60. Et en plus, coup de chance, parmi les expatriés influents qu'il va croiser, il rencontre à Buenos Aires un certain Amin Al-Hafez. Alors son nom ne vous dit sans doute rien, sauf qu'en fait, il est le grand favori pour devenir président de la Syrie au moindre coup d'État. Et à l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces coups d'État sont monnaie courante en Syrie. À l'issue de cette formation intensive, donc Eli Cohen s'installe finalement à Damas. Nous sommes en février 1962. Il infiltre alors la haute société syrienne. Ah oui, des hommes politiques de premier plan, des responsables militaires. Et en fait, le point commun, les lieux de ces rassemblements, en fait, ce sont des soirées absolument extravagantes. Imaginez, beaucoup de femmes, des prostituées pour certaines, et l'alcool qui coule à flot. C'est vraiment ce genre d'ambiance. Et les invités, du coup, sont ivres. Alors, ils vont avoir tendance à se confier un petit peu plus facilement sur leur travail, alors que Eli Cohen, qui se fait passer 8 pour sous, évidemment, est parfaitement sobre. Et c'est comme ça, du coup, qu'il obtient des informations militaires déclassifiées très importantes. Et c'est souvent ce qu'utilisent beaucoup les espions, justement, arriver d'une certaine manière à soutirer des aveux en profitant de la faiblesse de leurs adversaires, de leurs interlocuteurs. Du coup, il va se rendre sur les sites de l'armée syrienne et Eli Cohen en fait transmet les renseignements à l'État juif en utilisant un transmetteur radio dissimulé. Et puis en 1963, il est encore un petit peu plus proche du pouvoir puisque Amin El-Hafez, qu'il a rencontré en Argentine, devient le nouveau président syrien. Il sera un grand chef d'État. Et il a des amis dans tous les ministères. Il se rend sur le Golan, il devient conseiller du ministre de la Défense. Donc vraiment, c'est une période faste pour Eli Cohen qui ne prend pour le coup aucun
aucun risque. Il ne s'enflamme pas parce qu'il n'a pas le droit, par exemple, de faire part de ses activités à qui que ce soit. Par exemple, il déclare à son épouse, qui venait d'Irak, qu'il travaillait à l'étranger pour le ministère israélien de la Défense. Et d'ailleurs, au cours de sa mission, il va peu rentrer chez lui. D'ailleurs, c'est très bien mis en scène dans la série justement de Spy sur Netflix. Mais un an plus tard, donc en 1964, Eli Cohen indique au Mossad qu'il souhaite mettre un terme à sa mission. Oui, là, il sent que le vent tourne, il sent qu'il est en danger. Il faut dire que son soi-disant ami Amin al-Hafez, en fait, voit des espions partout. Il est complètement parano, il craint un coup d'État. Faut dire que son pouvoir est en danger. Du coup, le Mossad arrive quand même à convaincre Eli Cohen de se rendre une dernière fois en Syrie. Une dernière fois, il accepte. Ce sera le voyage de trop. Finalement, Eli Cohen est donc démasqué. La Syrie découvre la trace de ses transmissions d'informations à Israël. Et encore aujourd'hui, on ignore qui l'a dénoncé. Oui, effectivement, ça reste toujours assez flou. Certains parlent même d'anciens nazis. Tout ça est assez obscur concernant effectivement son arrestation. D'ailleurs, en fait, ce sont des membres du proche du pouvoir de Damas qui, en fait, l'ont vu dans sa chambre, tout simplement en train justement de transmettre des informations. Donc les preuves sont là. Du coup, Eli Cohen est jeté en prison, torturé, jugé rapidement sans avocat. Il est condamné à mort. Alors Golda Meir, qui est alors la chef de la diplomatie israélienne, charge un juriste français issu des réseaux gaullistes de négocier une rançon entre la France et la Syrie pour que Eli Cohen ait la vie sauve. Même le pape Paul VI s'en mêle, mais rien n'y fait. Eli Cohen est pendu sur une place publique à Damas le 18 mai 1965. Il avait 40 ans. Et il avait seulement 40 ans. Eli Cohen devient alors un véritable mythe, une légende, on peut le dire, en Israël. Et pour deux raisons, il y en a d'abord parce que, en fait, avant son arrestation et sa mort, il avait des renseignements qui seront capitaux dans le succès d'Israël pendant la guerre des 6 jours en 1967. On peut dire que post-mortem, finalement, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait su, a permis à l'État juif de prendre l'avantage dans ce conflit. Et puis aussi parce que, évidemment, les autorités syriennes ont toujours refusé de renvoyer le corps d'Eli Cohen à sa famille pour qu'il soit enterré en Israël. Et bien sûr, cette injustice ne peut évidemment susciter que de la compassion côté israélien. 50 ans après, en 2018, les services secrets israéliens confirment que l'État juif a bien récupéré dans un pays ennemi la montre bracelet que portait Eli Cohen. L'objet a été rendu donc à ses proches. Et aujourd'hui, donc on le disait, nouveau rebondissement, des négociations avancent entre Israël et la Russie. Jérusalem pourrait ainsi récupérer d'autres effets personnels d'Eli Cohen, voire peut-être, on l'espère, sa dépouille. Et les forces russes qui ont travaillé tout le mois dernier à exhumer des tombes dans le cimetière du camp arabe palestinien de Yarmouk au sud de Damas, justement pour retrouver éventuellement cette dépouille, puis aussi des restes de 2 soldats israéliens. Moscou qui a pris des échantillons de dépouilles exhumées pour mener des tests ADN, vérifier l'identité des corps. De son côté, la Syrie a transféré à la Russie un objet ayant possiblement appartenu à Eli Cohen et Moscou aurait ensuite restitué l'objet aux autorités israéliennes pour des analyses. On ne sait pas pour l'instant quel est cet objet. En tout cas, les recherches sont en bonne voie, on l'a dit. Benjamin Netanyahou l'a d'ailleurs confirmé mardi soir. Il est optimiste car il a rappelé aussi le Premier ministre ses bonnes relations personnelles avec Vladimir Poutine. Et il y a un antécédent en plus qui donne de l'espoir, c'est la restitution des restes du soldat Baumel où la Russie a joué le rôle de médiatrice avec Damas. En fait, la dépouille du soldat Zachary Baumel depuis la Syrie était portée disparue lors de la première guerre du Liban en 1982. Elle a été rapatriée en 2019 grâce donc en partie à la Russie et c'est assez amusant puisque c'était quelques semaines avant les élections législatives. Or là, ça ne nous aura pas échappé que Benjamin Netanyahou dit cela à quelques jours des élections qui seront très importantes comme on l'a dit tout à l'heure. Et justement, une annonce à l'approche d'un scrutin capital pour la survie politique de Benjamin Netanyahou et cela n'a pas plu particulièrement à la fille d'Eli Cohen. Sophie Bendor qui a déclaré sur la 13e chaîne « Nous ne savons pas s'il s'agit d'un coup de pub avant les élections. Si le Premier ministre sait quelque chose, il devrait nous en informer en privé et non par le biais des médias. » Et la fille d'Eli Cohen n'était pas non plus très emballée par la série à succès de Spy sur Netflix. Eli Cohen qui était interprétée donc par Sacha Baron Cohen. Exactement, elle avait déclaré des inexactitudes historiques dans l'adaptation et la fille d'Eli Cohen qui néanmoins reconnaissait l'interprétation de Sacha Baron Cohen comme étant excellente. Elle avait même affirmé que cela lui rappelait son père. Nul doute en tout cas que la série a permis sans aucun doute de remettre ce dossier en avant alors qu'il n'avançait plus depuis des années. Merci Christophe Dard pour toutes ces explications et de ce dossier consacré à Eli Cohen dont nous reparlerons très certainement et puis on en parle depuis maintenant presque 60 ans. Bien sûr, nous vous tiendrons informés sur Radio J des recherches en cours en espérant que 56 ans donc après sa mort, sa dépouille pourra enfin être ramenée en Israël et je vous conseille vivement la série de Spy sur Netflix, très intéressante pour comprendre toute cette histoire.